Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour la présentation de l'appel à projet Coram 2022. Je m'appelle Jean-Maxime Boulanger. Je suis responsable de la filière automobile du pôle de compétitivité et itinérance, le pôle des mobilités des Hauts-de-France. Et aujourd'hui, ce webinaire est opéré et co-organisé avec l'ensemble de l'équipe automobile dont vous voyez les logotypes sur cette page de présentation. Comme indiqué, dans l'ordre du jour que vous avez reçu, avec ce lien Teams, c'est l'introduction que je suis en train de réaliser, permettra de vous donner tout le contexte, propre à ce webinaire. La partie contexte filière automobile sera assurée par la PFA par Steve Marvin, le directeur, de la R&D de la PFA. S'ensuivra pour 11h20 la présentation propre de l'appel à projet Coram avec l'intervention de la BPI et de la DGE. Et puis, un dernier quart d'heure sera octroyé afin d'avoir un temps d'échange le plus pertinent, le plus global possible. Comme c'est un webinaire, les us et coutumes classiques s'imposent. La session est enregistrée, ce qui fait que vous aurez tout loisir de retrouver cet enregistrement sur les plateformes de l'ensemble des clusters et des associations qui sont co-organisatrices de ce webinaire aujourd'hui. Je vous demanderai de bien vouloir couper votre micro pour éviter qu'on le fasse à votre place et également couper votre caméra si vous n'êtes pas intervenant. En introduction, il est pertinent et important de rappeler que dans l'ensemble des 5 pôles automobiles que sont Cara, ID4Car, e-Trans, Nextmove et Pôle Véhicules du Futur, on souhaitait mettre en exergue l'importance de la labellisation des projets par votre pôle de compétitivité. Si vous êtes connecté aujourd'hui, vis-à-vis des inscrits qu'il y a eu sur la liste, il y en a beaucoup qui sont déjà adhérents à un ou plusieurs pôles, d'autres qui ne le sont pas encore, j'ai envie de dire. Quelques points quand même pour vous rappeler le bénéfice de l'accompagnement et le brand scoring, comme on dit souvent, de la labellisation d'un projet, du label d'un pôle, parce qu'il y a aide au niveau de la définition et du montage du projet. Ça correspond également à un acte de reconnaissance vis-à-vis de tout ce qui est indiqué sur le slide. Je ne vais pas faire la liste à l'après-vert. Mais le plus important, et c'est ce qui est mis en gras, c'est de confronter la pertinence du projet vis-à-vis d'experts reconnus dans le cadre de votre pôle jusqu'au niveau européen, et puis surtout de préparer votre grand oral, le cas échéant, ce qu'on vous souhaite pour être retenu sur l'ensemble des guichets, et notamment l'appel à projet Coram 2022 qui correspond à la thématique d'aujourd'hui. Donc, au nom de Cara, d'ID4Car, d'Itrans que je représente pour les Hauts-de-France, de Nextmove et de Pôle Véhicules du Futur, on vous souhaite une bonne présentation Coram 2022 et je vais maintenant passer la main pour le contexte de la filière automobile à Steve. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Je voulais juste revenir un petit peu en arrière sur ce que la filière automobile et également c'est quoi les perspectives pour 2022. Donc, un rappel, je ne suis pas sûr que c'est complètement nécessaire, mais la raison d'être de la PFA, c'est ressembler et porter la voix de la filière automobile en France. Et je pense dans les temps qu'on vit actuellement, ça n'a jamais été aussi important à la fois pour la stratégie moyen-long terme de l'électrification qu'on est en train de vivre, tout le monde, mais également la situation un peu plus court terme sur les pénuries de composants et les difficultés que ça induit pour toute la filière. Si je reviens sur l'industrie automobile en France, c'est 4 000 entreprises, 400 000 emplois, autour de 6 milliards de dépenses en R&D et la première industrie en termes de dépôt de brevets. Donc le PFA, on ressemble notamment Stellantis, Renault, Valeo, Plastic Omnium, Forvia, Michelin, mais également Toyota et Renault Trucks. On a également les fédérations de l'industrie qui sont impliquées, comme la FIEV,
la GP1, SNCP, etc. Et en dernier, mais de loin le plus important, c'est les partenaires régionaux, dont on est responsable aujourd'hui pour ce webinaire, qui sont mentionnés tout en bas du slide. L'organigramme de notre organisation de la PFA, avec Luc Châtel à la tête en tant que président, Marc Mortureux en tant que directeur général. On a des nouveautés depuis l'année dernière, ce qui vient de la fusion du CCFA et la PFA, qui nous a permis d'augmenter nos champs de compétences avec l'intégration du pôle technique réglementaire international sous la direction de Nicolas Lebigot. Également la partie communication, compétitivité, compétences et emploi, et le pôle innovation R&D dont je suis responsable. Si j'arrive sur le sujet du Coram en 2021, comme peut-être vous savez, je suis arrivé début 2021, donc c'est la première année dont j'ai eu une expérience directe. On a eu 2 relevés en 2021, ce qui était différent de ce qui s'est passé en 2020, au mois de mars et au mois d'août. On a eu 14 projets retenus et annoncés au mois de juillet pour le premier relevé, avec un financement au niveau de 109 millions d'euros. Et dans un deuxième temps, le deuxième relevé au mois d'août, il y a eu 8 projets retenus qui ont finalement été annoncés depuis 2022. Il s'agit d'une combinaison de grands groupes de TI et de PME. Et les thèmes qui ont été touchés par ces projets, il s'agit du véhicule électrifié, électronique de puissance, le véhicule à l'hydrogène et le système autour de l'approvisionnement en hydrogène, véhicules connectés, notamment en utilisant le réseau 5G, les véhicules automatisés, avec pas mal de projets de navettes automatisées et de la mobilité partagée. En termes de principes pour 2022, le Coram, comme vous le savez, le but, c'est de stimuler la recherche et le développement dans l'industrie automobile. Et l'objectif principal, c'est d'aider cette transition dont je parlais vers les technologies de l'avenir. On a fini dans notre contrat stratégique de filière et notamment dans la feuille de route technologique de 2020. Donc, le Coram, c'est un portail unique. Je pense que la DGE et le BPI vont revenir sur ce sujet plus tard. Mais il s'agit d'orienter les projets vers les appels à projets et dispositifs de soutien spécifiques qui concernent notamment l'hydrogène, la numérisation et décarbonation des mobilités, l'électronique, l'intelligence artificielle, le recyclage et la réutilisation des matériaux. Et ensuite, les autres projets seront orientés vers des appels à projets et dispositifs de soutien structurel, dans le volet structurel du PIA 4. Il y a un souhait que les projets soient emblématiques et qu'ils impliquent l'ensemble de la filière. Il y a des incentives pour privilégier l'implication des PME, des startups et des labos. Donc, les 6 axes aujourd'hui qu'on veut promouvoir, le premier, c'est le véhicule électrique et les projets structurants de sa chaîne de valeur, le véhicule à hydrogène, les autres axes qui permettent de diminuer les émissions à gaz à effet de serre et également les émissions nocives. Le quatrième axe est porté par les matériaux innovants et leur assemblage ainsi que l'économie circulaire. Cinquième axe sur les véhicules connectés
automatisé et partagé. Et on a une sixième axe qui est nouveau cette année, c'est tout ce qui n'est pas traité dans les autres axes qui concerne les mobilités et les services connexes. Donc, c'est plutôt axé service que produit. Le rôle de la PFA, qu'est-ce qu'on fait la PFA dans le Coram? Donc, en amont des annonces, on participe à la définition des thèmes prioritaires avec l'envoi et la mise à disposition de la feuille de route technologique. On fait de la promotion auprès des pouvoirs publics des besoins de soutien en recherche et développement et on identifie les besoins financiers de la filière. Donc ça, c'est toute la partie qui a été faite pendant les 2 dernières années où on a eu beaucoup d'échanges réguliers avec les pouvoirs publics pour identifier ensemble quels sont les thèmes et quels sont les financements nécessaires. Ensuite, dans la phase aval, après l'annonce du Coram, on a thank you. On a l'évaluation et le conseil pour les porteurs de projets. Et on a également identification des projets prioritaires où on partage avec la DGE et le BPI et les CHPI les projets prioritaires pour la filière lors de la phase de sélection. Ensuite, un petit rappel sur le processus. Je pense que Salah et Amine vont revenir sur ce processus. Donc, je propose que je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais c'est ce que je souhaite insister, c'est ces deux parties en amont du dépôt du dossier. C'est une présentation du projet aux pôles concernés, donc les pôles de compétitivité qui sont dans l'organisation de ce webinaire sont disponibles pour la labellisation du projet et également une présentation du projet à la PFA, parce que nous, on peut préparer des lettres de soutien pour les projets que nous considérons prioritaires pour la filière et également en phase avec la feuille de route technologique. Donc ça, c'est la fin de ma présentation et je vous souhaite bonne continuation dans le webinaire. Et je reste disponible pour toutes les questions que vous avez à la fin. Merci beaucoup, Steve. Je rappelle que d'ores et déjà, vous pouvez placer dans la partie conversation les questions que vous souhaiteriez aborder sur la partie du temps de questions-réponses qui est octroyé à la fin de ce webinaire. Maintenant, comme indiqué par Steve, rentrons dans la partie Coram pur et la parole est donnée à Amine pour la DGE. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Parfaitement, Amine, merci. Oui, bonjour à tous. Donc, Amine Didioui, je suis directeur de projet automobile au ministère de l'économie et des finances et de la relance et en particulier la direction générale des entreprises. Donc, déjà, je ne vais pas paraphraser Steve, mais je reviendrai en fait sur les principaux objectifs en fait du Coram, du Coram en général et aussi sur son historique. Donc, le Coram a été instauré le 26 mai 2020 dans le cadre du plan automobile et il a été vraiment construit sur la base du CORA qui existe aujourd'hui en fait dans l'aéronautique, qui vise principalement à soutenir tous les investissements de R&D de la filière aéro. Donc, en ce qui concerne en fait les principaux objectifs en fait du Coram, comme l'a déjà indiqué Steve, l'objectif c'est de soutenir bien entendu la R&D aval de la filière. On est positionné en fait sur un TRL qui varie entre 4 et maximum 7 voire 8 dans certains cas. Et l'objectif principal, c'est de faire monter en maturité les briques technologiques liées, qui sont développées en fait par les entreprises de la filière automobile et qui s'insèrent dans la feuille de route en fait de la filière. Donc la feuille de route de la filière, elle comprend principalement 5 axes et nous aujourd'hui en fait dans le Coram 2022, on a ajouté un 6e axe qui concerne principalement les services qui sont en lien
avec les produits, hein. Par exemple, les systèmes Mobility as a Service, tout ce qui est base de données aux briques technologiques, logiciels qui concernent les véhicules autonomes. Enfin, il y aura aussi du logiciel qui concerne principalement les véhicules électriques, tout ce qui concerne en fait le BMS, Battery Management System. Donc voilà, l'objectif en fait, c'est de pouvoir accompagner en fait ces projets-là et aussi soutenir les entreprises qui souhaitent vraiment se positionner sur le véhicule du futur. Et pour nous, le véhicule du futur, c'est le véhicule, bien entendu, connecté, électrifié et autonome. Pour la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, avant de parler du Coram 2022, mais de toute façon, ça là, on reviendra sur ça. Moi, je voulais en fait préciser le bilan des précédentes éditions du Coram. Donc, entre 2020 et 2021, on a soutenu 49 projets à hauteur de 347 millions d'euros. Et ces projets, ils ont pu investir au moins 1,1 milliard d'euros. Et aussi, ils ont permis en fait de créer ou pérenniser un grand nombre d'emplois. Enfin, d'après nos estimations, c'est autour de 9 000 emplois pérennisés, que ce soit direct ou indirect. Sur la typologie des projets soutenus, enfin, ce qu'on a constaté sur ces deux dernières éditions, 57% du soutien était orienté vers le véhicule électrique. C'est tout simplement parce qu'on a reçu un grand nombre en fait de projets sur cette partie. Aussi, il y a la partie, en deuxième position, il y a le véhicule autonome et connecté, et il y avait beaucoup de projets structurants aussi. Je me rappelle d'un grand projet très important qui s'appelle 5G Open Road, avec un investissement important de 70 millions d'euros et porté aussi par un consortium, enfin d'ailleurs piloté par la PFA et qui comprend aussi un consortium important, que ce soit de grandes entreprises, de TI, de laboratoires de recherche et aussi des startups qui étaient impliquées en fait dans ce projet. En troisième position, on a le véhicule hydrogène et aussi toutes les briques technologiques qui sont liées à ce véhicule-là, que ce soit les systèmes de réservoir ou les briques technologiques H2. Et en quatrième et dernière position, le soutien a été orienté aussi, c'est 29 millions d'euros, concernait principalement tous les projets liés aux matériaux, recyclage et économie circulaire. Parmi les principaux enseignements qu'on a retenus, la première, c'est une mobilisation exceptionnelle au niveau de la filière et aussi par les services de l'État. Donc, le nombre de projets qu'on a instruits et aussi qu'on a validés était très important. Et aussi, il y avait aussi un taux de sélectivité qui a permis d'accompagner les meilleurs projets et aussi donner un certain nombre de consignes aux projets qu'on avait malheureusement écartés. Les projets proposés ils sont essentiellement portés par les grandes entreprises de la filière et donc on a reçu environ 45 projets déposés principalement par des grandes entreprises, bien entendu en collaboration, soit en projet monopartenaire, c'est-à-dire un seul dossier déposé par la grande entreprise, ou des projets en mode collaboratif. Et donc, les grandes entreprises, elles en particulier, donc ces 45 entreprises qu'on a soutenues entre 2020 et 2021, à qui on a accordé un soutien à hauteur de 255 millions d'euros. Et comme je l'ai déjà indiqué, en fait, voilà, l'orientation était marquée principalement en faveur du développement du véhicule électrique et aussi hybride. Ça comprend également en fait les briques technologiques hydrogène. Et plusieurs, ça c'est un point extrêmement important. On avait beaucoup de projets qui étaient construits à l'interface entre la filière automobile et la filière électronique. Et ça, c'est inhérent au développement du véhicule électrique et nécessite bien entendu de nouvelles générations de composants électroniques. Et voilà, il y avait un certain nombre d'acteurs comme ST Microelectronics ou Soitec ou autres qui avaient déposé en collaboration avec des équipementiers, des constructeurs, des projets liés aux véhicules électriques en particulier. Donc voilà,
pour la première édition en fait, de 2020, il y avait très peu en fait, de laboratoires de recherche. Donc ça, c'est un point à souligner. Mais quand même, on a constaté en 2021 un nombre considérable en fait, de laboratoires de recherche qui avaient déposé en fait, des dossiers en collaboration bien entendu avec les entreprises, quelle que soit leur taille. Et là, aujourd'hui, en fait, le nombre de laboratoires qu'on a soutenus, c'est environ 21, avec une aide de 25,5 millions d'euros. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Je pense que la slide est restée bloquée. On le voit bien, hein? On le voit bien. Ouais, on est sur France 2030 vol automobile, Amine. Vous pouvez continuer. Pardon, c'est resté bloqué chez moi. Donc, ce que je voulais aussi mentionner, c'est que le Coram 2022, là, aujourd'hui, enfin, les éditions du Coram 2020 et 2021 faisaient partie du plan de relance. Là, aujourd'hui, l'édition Coram 2022 fait partie du nouveau plan d'investissement qui s'appelle France 2030. Donc, ce plan-là, il comprend une enveloppe globale de 54 milliards d'euros, dont 2,6 fléchés uniquement vers la filière automobile. Donc, aujourd'hui, on a annoncé principalement 4 dispositifs. Le premier, c'est le Coram. Donc, l'enveloppe du Coram a augmenté de manière très importante. En 2020, on avait accordé 170 millions d'euros de soutien. En 2021, 177 millions d'euros. Et là, aujourd'hui, en 2022, l'enveloppe est passée à 250 millions d'euros. Donc, ce qu'on espère, en fait, c'est de soutenir un grand nombre aussi de projets et qu'on puisse aussi compter sur la mobilisation de la filière pour construire des projets structurants. Le deuxième appel à projet qu'on avait annoncé également, c'est l'appel à projet soutien à la diversification des sous-traitants. Donc, c'est une enveloppe de 300 millions d'euros sur 5 ans, entre 2022 et 2026. Un troisième dispositif, mais ce dispositif, ce n'est pas en fait un appel à projet, c'est un dispositif qu'on débloque ou qu'on active en fonction en fait, des spécificités de chaque région. Et l'objectif, en fait, c'est d'accompagner les territoires qui sont affectés par la mutation de la filière. Et le quatrième et dernier dispositif, c'est un dispositif de soutien piloté par l'ADEME et qui vise à accélérer le déploiement des stations de recharge, que ce soit dans les métropoles ou dans les territoires. Et donc, sur ce dispositif-là en particulier, on a mis en place une enveloppe de 100 millions d'euros pour 2022. En gros, mais juste quelques mots sur le volet automobile de France 2030. En fait, notre objectif principal, c'est accompagner les investissements productifs pour produire en France, à l'horizon de 2030, 2 millions de véhicules par an. Donc ça, c'est un objectif important et cela passe par un soutien important à la R&D, donc d'où l'enveloppe de 250 millions d'euros pour le Coram, un soutien aux projets d'investissement pour produire toutes les briques technologiques. Ce sont en fait des projets qui combinent soit de la R&D aval, c'est-à-dire à partir d'un TRL de 6 voire 7 jusqu'à 9, et aussi un projet qui implique aussi une partie d'investissement. Et l'objectif, en fait, c'est qu'on puisse soutenir à la fois la R&D aval avec les projets d'investissement qui sont liés, bien entendu, aux composants clés du véhicule du futur, électrique, hydrogène, production des bornes de recharge, production de batteries, composants électroniques de puissance, véhicules connectés autonomes. Il y a un deuxième point qui est extrêmement important, c'est parce que le Coram, il est transverse, il n'est pas uniquement réservé en fait aux grands acteurs de la filière, que ce soit constructeurs et équipementiers, mais il est réservé à tous les acteurs, hein, même sous-traitants. Et l'objectif, en fait, c'est qu'on puisse accompagner à travers le Coram ou même les autres dispositifs leurs projets de R&D, leurs projets de diversification et aussi leurs projets d'investissement, c'est-à-dire des acteurs qui sont historiquement positionnés sur tout ce qui est motopropulseur thermique et qui souhaitent demain développer ou travailler sur la R&D pour développer de nouveaux composants liés aux véhicules du futur ou même pour d'autres marchés, le Coram ou même les autres dispositifs de soutien peuvent l'accompagner. Il y a un point qui est extrêmement important, ça fait vraiment partie en fait des objectifs du volet automobile de France 2030 et aussi de France 2030 dans sa globalité, c'est de soutenir et accompagner massivement l'industrialisation de start-up. Donc le Coram, il a déjà soutenu un grand nombre en fait de start-up.
et nous, on espère en fait soutenir encore d'autres startups dans le cadre du Coram 2022. Et puis après, le dernier point qui est très important pour nous, c'est bien entendu dans le cadre de cette transition, c'est accélérer le maillage territorial en borne de recharge pour, bien entendu, faciliter la recharge et aussi accélérer la transition énergétique. Donc, je vous remercie. Je passe la parole à Salah. Merci, Amine. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis Echatou Salah, responsable sectoriel automobile, et je suis en fait en charge du financement de l'innovation et des investissements industriels au sein de BPI. Alors, en ce qui concerne le Coram, donc, on est sur la 3e édition. Donc, vous l'avez bien compris, c'est un programme qui est axé sur la recherche et développement, donc avec des thématiques ciblées. Avec la nouveauté de cette année, donc on va travailler sur tout ce qui est mobilité et services liés à la mobilité. Et aujourd'hui, ce dispositif-là, donc c'est à l'image des autres Cori X, donc les Corimer, Corifer et Corac. Donc c'est une opportunité pour la filière automobile, donc qui subit une transformation majeure et permettra de faire émerger un certain nombre de projets qui visent principalement à développer des briques techno sur les thématiques que vous voyez. Donc si on passe à la slide suivante, alors qu'est-ce qu'on attend comme projet? Des projets collaboratifs ou individuels. Donc on a changé les seuils minimums des projets. Donc cette année on est sur 1 million d'euros sur des projets individuels si le projet est présenté par une start-up, PME ou ETI, et 2 millions d'euros quand il s'agit de projets collaboratifs. Quand le projet est présenté par une GE, donc on passe à 4 millions d'euros. Donc on vise des projets de R&D, donc des briques techno. On est toujours sur format dossier complet. La durée indicative des projets est entre 24 mois et 48 mois. Et puis, donc, comme on reste en fait dans l'extension du PIA 4, donc sous la tutelle maintenant qui chapeaute l'ensemble, donc France 2030, on a également la nécessité de financer des projets qui n'ont pas d'impact significatif négatif sur l'environnement. Donc ça, en ce qui concerne la typologie des projets. Donc, en ce qui concerne la sélection des projets, donc il y a principalement tout ce qui est en fait, il y a 2 catégories en fait. Il y a une catégorie d'éligibilité. Donc, il faut que le projet soit éligible, il faut que l'entreprise soit concernée par le secteur automobile. Donc, bref, il y a tout un ensemble de points cités dans le cahier des charges. Et puis, il y a les critères de sélection. Et pour moi, ce qui est important, c'est ces critères de sélection. Donc, démontrer la capacité financière à porter le projet, que le plan de financement est équilibré, justifier quand on est une PME, qu'on a les moyens financiers pour financer le reste des dépenses que vous présentez dans vos projets. Ça, c'est très important. Après, donc, quand on a des projets collaboratifs, donc bien évidemment, tout ce qui est gouvernance, comment le projet sera géré entre les différents acteurs, le planning du projet. Et comme on est dans le cadre de mobilisation de régime RDI, ce qui est très, très important à mettre surtout en avant, c'est la partie innovation. C'est quoi l'innovation? Quel verrou technologique à lever en fait pour que votre solution fonctionne? Quel est le comparatif et le positionnement par rapport à l'état de l'art? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas financer en fait tout ce qui est rattrapage technologique. Donc, il faudra bien démontrer l'innovation et votre positionnement par rapport à la concurrence. Ensuite, le deuxième volet, c'est la partie marché. Et la partie marché, donc c'est des études marché classiques. Donc, quel est votre marché, les volumes de vente visés, également tout ce qui concerne votre business model, comment vous avez construit en fait vos hypothèses de business model, et, euh, et finalement donc la proposition de valeur. Qu'est-ce qui fait que le produit va marcher? Donc, il y aura des clients qui vont acheter le produit, etc. Donc voilà, donc ça c'est les majeurs critères de sélection. Donc il y a également le volet environnemental. Et puis donc on passe à la partie dépenses. Donc comment on finance? Donc déjà nous on finance vos projets
avec des régimes d'aide. Donc, il faut savoir, comme je l'ai dit auparavant dans certaines conférences, que l'aide d'État est interdite, donc sauf exception, et les exceptions sont les régimes d'aide. Donc les régimes d'aide, c'est nos moyens pour financer vos projets d'innovation, et les projets R&D donc, sont conditionnés à la partie innovation. Donc, il faut que le projet soit innovant, que ce soit une solution nouvelle sur un marché nouveau ou autre. Alors, ça peut être du développement incrémental, donc pas forcément de la rupture, mais on cherche particulièrement la rupture sur les projets, même s'il y a du risque. Si vous avez la capacité de montrer que ce risque-là, donc il y a des indicateurs sur la maîtrise de ce risque. Donc, nous, on peut partir et c'est particulièrement ce type de projet qu'on cherche, surtout si c'est porté par des acteurs émergents de la filière. Après, donc, les dépenses éligibles, donc, on cible à peu près 30% des coûts de sous-traitance. J'ai vu une question tout à l'heure là-dessus. Donc, c'est une cible. Donc, après, ça va dépendre de la nature des projets. Donc, bien évidemment, on se posera des questions si on a 90% de sous-traitance, donc sur le rôle à jouer par le partenaire. Et puis, donc, ce qui concerne les organismes de recherche, donc, on est également encadré. Donc, quand on a des activités portées par des organismes de recherche, on va voir, il y a deux possibilités, donc des coûts complets ou coûts marginaux. Et puis, donc, on peut prendre également des collectivités locales ou autres qu'on peut financer aussi sur ce type de dispositif. Alors, et ce qui est important à retenir, c'est que une aide de moins de 500 000 euros n'est pas, on ne peut pas financer en fait une grande entreprise. Si on fait notre calcul, finalement, on se rend compte que l'aide sera inférieure à 500 000 euros. Donc ça, c'est un point qui est aujourd'hui généralisé à tous les appels à projets du PIA 4 et aujourd'hui aussi sur France 2030. Donc si on peut passer au slide suivant. Alors, le processus de sélection. Alors, le processus de sélection, donc, comme l'a évoqué Steve au début, donc, quand on a lancé le Coram en 2020, donc on était sur des délais de 6-7 mois. Donc, on a réussi à faire travailler en fait ce planning et ce processus pour correspondre à 4 mois donc, d'études, donc du dépôt jusqu'à la décision de financement, pour avoir la possibilité justement d'avoir 2 relèves. Et ça, c'est un point majeur donc, qui a été instauré donc, la première fois donc, en 2021, qui est en train aussi d'être appliqué en 2022. Et donc qui passe par un process de dépôt. Donc vous déposez vos projets et puis on va étudier, donc faire une première passe sur ces projets. Ensuite, on va passer aux auditions. Donc les auditions, aujourd'hui, c'est fait avec des experts externes. C'est des personnes qualifiées du monde de l'automobile qui ont une expérience significative dans les secteurs et les thématiques de vos projets. Et une fois qu'on a le go de tout le monde, qu'on est d'accord pour passer à la phase d'instruction, donc c'est là que on va entrer en contact avec les chefs d'entreprise et les porteurs de projets pour étudier le projet en profondeur. Et donc là, généralement, après les auditions, on a des points de détail ou des points à approfondir. Et donc, on va avoir un échange avec vous, souvent également avec des experts, pour bâtir une proposition de financement et la proposer donc au comité constitué des différents ministères. Donc voilà, donc il y a 2 relèves. La première donc le 9 juin et puis la deuxième donc le 8 novembre. Donc si on passe au slide suivant. Alors sur le dossier de candidature, donc on est sur un dossier complet. Donc on reste sur le format IDEMO. Aujourd'hui, donc il y a une question qui s'est posée donc sur le dossier complet donc qui a été partagé par plusieurs personnes, mais aussi par ITRAN sur le dossier complet. Aujourd'hui, sur tous les dispositifs, on est sur dossier complet, à part donc le dispositif générique et démo, mais qui a un fonctionnement différent, dans la mesure où on va voir plusieurs relèves par an. Et c'est un moyen qui nous permet aujourd'hui d'étudier les dossiers. Donc, quand on a un dossier complet, on a beaucoup plus d'éléments pour juger le dossier et finalement, ça nous permet de
ne pas se tromper, on va dire, sur le projet, éviter de perdre de temps pour nous et pour les porteurs de projets. Alors, dossier de candidature, bien évidemment, se télécharge sur la plateforme qui est partagée ici. Et si on avance au slide suivant, donc bien évidemment, si vous avez des questions, donc vous pouvez passer par l'adresse AAP France 2030. Donc, soit ils vont vous répondre directement, soit ils vont revenir vers nous quand il s'agit de questions à approfondir. On monte également des fois des séances avec des porteurs sur des projets collaboratifs complexes à mettre en place, etc., avec des questions sur la gouvernance ou des sujets qui concernent le Coram. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans le cadre de la limite de ce qu'on peut faire. Il est important de passer également par les pôles de compétitivité dans vos montages de dossiers, par la PFA, par les acteurs qui maîtrisent aujourd'hui les montages de dossiers, parce que c'est un point qui se reflète dans vos dossiers. Je sais que aujourd'hui, on peut voir en fait ça dans la qualité en fait des dossiers. Donc, on a des dossiers souvent plus complets quand on passe par les pôles de compétitivité. Alors après, donc voilà, donc quelques conseils. Donc il faut faire attention donc aux critères de sélection et puis donc à la qualité du dossier. Voilà, donc merci à tous. Donc si vous avez des questions, on pourra y répondre. Merci Salahedine. Je propose de reprendre les questions dans l'ordre tel qu'elles ont été posées dans le chat. N'hésitez pas à continuer à les poser même le temps des premiers échanges. La première question posée correspond, pour les premières questions posées, plutôt le cadre du projet collaboratif. Est-ce possible, pour des raisons de simplicité, d'avoir au sein du même consortium de partenaires étant filiales à 100% d'un même groupe? Oui, c'est un montage qui est possible. Ok. Le taux de sous-traitance maximum a déjà été évoqué tout à l'heure. Salah, est-ce que vous voulez apporter un complément particulier sur ce point? Non, c'est un taux qui est indicatif. On pense que s'il y a un taux donc, de 80% ou 90%, donc sur la nécessité ou le rôle en fait à jouer par le partenaire, donc on se posera bien évidemment des questions. Après, donc ça va dépendre en fait des projets. Ça peut être expliqué dans le dossier pourquoi donc on a recours à une sous-traitance plus importante que ce taux-là. Donc après, c'est au cas par cas. D'accord, très bien. Une question toujours dans le cadre des projets collaboratifs, mais peut-être un petit peu plus technico-technique. Est-ce obligatoire que chaque partenaire industriel fournisse ses annexes B1, B2 et B3? Alors, normalement, dans le dossier des annexes, il y a une page où on va expliquer, en fait, on va tout expliquer donc, sur les documents à remplir. Donc, pour moi, oui, il faut remplir les annexes pour chaque partenaire. Mais ce qui est surtout important, c'est cette page-là qui explique quel type de document on va attendre dans le cas d'un projet collaboratif ou dans le cas d'un projet individuel. Ok. Et normalement, c'est expliqué dans la première page. Très bien, merci. Toujours dans le cadre des projets collaboratifs, comment faire apparaître les coûts d'utilisation de moyens d'essai, type utilisation par exemple en 3 semaines d'un banc d'essai existant chez un des partenaires, et quelle catégorie de coûts utiliser et comment faudra-t-il le justifier? Oui. Alors, pour tout ce qui est investissement, on ne peut pas le prendre dans le régime RDI. On peut prendre seulement les amortissements. Donc, en fait, vous achetez un matériel, puis vous faites un amortissement. On prend l'amortissement linéaire et puis on va le multiplier par le coefficient d'utilisation sur le projet. Donc, si vous l'utilisez à 100% sur les 3 ans, par exemple, du projet, que vous achetez le matériel sur une durée de 10 ans, eh bien, on va prendre 30% du prix d'achat du matériel. Ou si, par exemple, vous avez déjà la machine chez vous et donc aujourd'hui, vous êtes en train de l'amortir,
On peut prendre les amortissements en prorata du pourcentage d'utilisation. Donc, si vous utilisez la machine à 50% pour votre production classique et 50% pour le projet, eh bien, on va multiplier ce taux-là par le taux, par le nombre d'années d'amortissement de cette machine. Très bien. OK. Maintenant, une thématique plutôt hydrogène qui reprend, trois prochaines questions. Donc, je vais essayer de l'apporter juste avec la première remarque. Concernant le dispositif permettant le soutien des projets, H2, est-ce, vraiment uniquement pour les solutions fuel cell ou est-ce qu'on parle également des moteurs à hydrogène à combustion interne? Et est-ce que c'est vrai uniquement pour les véhicules légers ou peut-on également, cibler les camions, les poids lourds? Oui. Alors, cette thématique hydrogène, donc, il faut savoir que le Coram, donc c'est un dispositif qui va financer des briques, mais dès qu'on a instauré que sur tous les appels à projets, donc un dossier type et-démo, donc aujourd'hui on a la possibilité de réorienter les projets sans faire un redépôt aux stratégies d'accélération et également aux opérateurs qui vont porter ce type de projet. Donc la dernière édition du Coram, donc ça a été fait comme ça, donc dépôt dans la plateforme BPI, et puis donc c'est l'ADEME qui reprend les sujets hydrogène. Sur la catégorie des projets, donc on a eu tous les deux, donc développement fuel cell et également moteur à combustion interne. Donc on peut avoir les deux. En fait, de toute façon, il n'y a que les deux qui concernent l'hydrogène en ce moment. Et après, donc non, il n'y a pas de restriction donc, sur les véhicules légers. Donc on peut avoir également camions, un poids lourd, etc. Donc, et d'ailleurs, c'est plus pertinent sur cette catégorie. Je souhaiterais juste apporter une petite précision par rapport à ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs AP aussi en fait, qui permettent de soutenir tout ce qui est briques technologiques hydrogène. Donc, il y a toujours un AP ouvert côté ADEME et qui sera clôturé au 31 décembre. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est si en fait, on est à 100% sur un moteur hydrogène, c'est-à-dire en fait un moteur qui brûle l'hydrogène, donc c'est un moteur à combustion, on recommande de l'orienter directement vers le Coram. Après, si en fait on est sur des briques technologiques qui ne sont pas embarquées dans un véhicule, ces briques technologiques doivent être orientées vers la AP, briques technologiques et démonstrateurs hydrogène. Après, voilà, en fait, ça dépend où on place le curseur. Dès qu'on s'approche en fait du véhicule, il faut orienter en fait les projets vers le Coram. Et dès que voilà en fait que les briques technologiques concernent des stations de recharge ou autres, ça c'est des choses en fait qu'on oriente directement vers l'AP opérée par l'ADEME. Après, je pense en fait le meilleur moyen, c'est avant de déposer en fait des dossiers, c'est bien entendu de contacter les DRETS. Donc, il y a un certain nombre de mes collègues là, qui sont connectés dans cette réunion. Contactez aussi les pôles de compétitivité et bien entendu la PFA pour qu'ils puissent vous accompagner déjà, en fait, déjà pour bien présenter en fait, le projet, vous accompagner derrière sur son fléchage vers le meilleur dispositif de soutien. Très bien. Merci pour ce complément, Amine. Une nouvelle question, pratique pour revenir pour changer un petit peu, concernant le montant de l'aide sollicitée par le demandeur dans l'annexe 4. La question est la suivante: s'agit-il de l'aide que recevrait le demandeur en tenant compte des taux de subvention recherche industrielle et développement industriel? Ou est-ce du budget calculé sur la base des dépenses du demandeur et donc sans tenir compte des dits taux de subvention? Alors, quand on parle de la demande d'aide, c'est le montant dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. Donc, nous, quand vous déclarez en fait un montant d'aide nécessaire pour financer votre projet, nous, on ne peut pas aller au-delà de ce montant. Donc oui, c'est le montant que vous souhaitez obtenir pour financer votre projet. Après, le calcul en recherche industrielle, développement le DE, développement expérimental, donc c'est à nous en fait de voir le dossier et de juger la pertinence. Est-ce que c'est la première catégorie ou la deuxième catégorie? Et c'est ça en fait qui va faire finalement une proposition de financement
pour votre projet. Donc, c'est clairement le montant qu'il faut demander pour financer votre projet. Très bien. Merci. Je vais essayer de compacter les 2 prochaines questions. La première a déjà été un petit peu évoquée dans la présentation, même si on parle souvent des grands groupes. Pour cet appel à projet, c'est plutôt des PME qui sont attendus et un corollaire qui est remonté, par l'ensemble je dirais des pôles et des clusters automobiles. Le montant plancher des projets n'a pas été, baissé par rapport au Coram précédent, alors qu'il y avait été remonté que ce point pouvait être bloquant pour plusieurs entreprises. Ben, ce point-là, on l'a bien pris en compte. C'est juste pour mémoire, en fait. Enfin, en 2020, il n'y avait pas de montant spécifique. On était aligné, bien entendu, sur les précédentes éditions du PSPC et de la DEIP, donc ces appels à projets n'existent plus. Ensuite, en 2021, ben, le plafond, en fait, était quand même élevé en fait pour un certain nombre là d'entreprises et en particulier pour les PME et les ETI. Le plafond a été de 2 millions d'euros pour les projets individuels. Et là, en fait, ce plafond est passé aujourd'hui à 1 million d'euros en 2022. Donc, c'est une baisse d'1 million d'euros en particulier pour les PME, les ETI. Après, pour les grandes entreprises, c'est vrai, en fait, on a gardé le même niveau. Tout ça pour une raison bien particulière. Là, aujourd'hui, le Coram vise à soutenir des projets structurants. Et qui dit projets structurants, il faut bien entendu en fait des investissements importants. Le fait d'abaisser encore davantage en fait le seuil, ça risque en fait d'induire une concurrence très importante et ça risque en fait même de mettre de côté des projets qui voilà en fait qui peuvent avoir un impact assez important enfin, sur la filière automobile en général. Mais aujourd'hui, par expérience, ben, je parle sous le contrôle aussi de Salah, enfin, on n'a pas identifié beaucoup de projets avec des assiettes faibles. Donc ça, c'est un point important, que ce soit en fait dans cet AAP Coram ou même dans les autres AAP, diversification des sous-traitants. Enfin, vraiment, il y avait très, très, très peu de projets avec des assiettes en deçà d'1 million d'euros, quoi. Et puis, si je me permets de compléter, ça s'explique en fait par le fait qu'il y a d'autres dispositifs, notamment pour les startups. Donc, il y a les dispositifs IDEMO, Innov, iLab. Il y a également des aides au niveau traitées localement donc par BPI au niveau de la région, donc les BFTE, les ADD, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les projets inférieurs à 1 million d'euros, on n'en voit pas beaucoup parce que ça passe par d'autres guichets. Et puis, donc, ce n'est pas structurant qu'on vient d'expliquer, Amine. D'accord. Ouais, effectivement, c'est le mot-clé, structurant. Merci. Pour la suite, une question un peu plus ouverte. Est-ce que vous pourriez donner quelques infos complémentaires sur comment sont discutés les types de dépenses RI et DE? Alors, normalement, si vous prenez en fait le régime RDI, donc c'est un peu notre référence et le guide en fait pour le financement de vos projets. Il y a une définition donc claire en fait pour le développement expérimental et la recherche industrielle. Et grosso modo, donc le développement expérimental, quand on fait en fait un développement produit avec des essais, avec un plan d'expérience, avec des simulations, etc. Et puis la recherche industrielle, c'est que quand on creuse l'état de l'art, donc c'est vraiment un projet qui permet de pousser en quelque sorte ce qui existe. Donc en fait, ça c'est donc vous pouvez prendre en fait la définition qui existe, hein, qui est beaucoup plus détaillée dans le régime RDI, mais pour nuancer un peu, donc c'est la définition que je viens de partager avec vous. Mmh. Bien. Visiblement, c'est quelque chose qui n'est pas inutile de rappeler. Quelle est l'enveloppe globale pour, l'appel à projet Coram 2022? C'est 250 millions d'euros par an. Là, aujourd'hui, le Coram 2022, on a fixé 250 millions d'euros. Je ne sais pas si ça va évoluer, mais là, aujourd'hui, il y a un objectif en fait de 250 millions d'euros par an sur 5 ans. Très bien. Merci. Retour sur une question propre, au type de projet, notamment, la question de savoir est-ce que les projets collaboratifs sont favorisés? Est-ce qu'il y a plus de chances en tant que PME en s'associant, pardon, avec des grands groupes comme les constructeurs? Alors, je dirais non, dans l'absolu, non. Mais
quand on a par exemple une PME qui vient avec un projet de 4 millions, 5 millions, expliquer comment d'un point de vue financier en fait qu'ils peuvent financer le restant des dépenses. Ce n'est pas la même chose quand on a par exemple un projet collaboratif du même montant, mais dans lequel on décide de s'allier avec des boîtes qui ont une maîtrise de d'autres sujets qui ne sont pas aujourd'hui maîtrisés par la boîte chef de file. Donc, on va avoir une synergie entre différentes entreprises du consortium, que ce soit sur la partie technologique, accès au marché, etc. Donc, par nature, je dirais, un projet collaboratif sécurise en quelque sorte la partie technique, la partie financière, parce que les dépenses sont mutualisées et partagées entre les différents acteurs. Après, dans l'État, si une entreprise présente un projet individuel et montre sa capacité financière à le porter, que également la partie technique et marché est maîtrisée. Donc oui, normalement, il n'y a pas de favoritisme entre collaboratif et individuel. Mais c'est clair qu'un projet collaboratif propose plus de possibilités, en tout cas sur la partie partage des coûts de développement. Merci. Une question suivante correspond plus à dépôt des guichets et à l'articulation en termes de dépôt. Quelle est l'articulation du CORAM avec l'appel à projet mobilité automatisée du PIA 4 et est-ce qu'un projet peut être déposé sur les deux appels à projet? En fait, l'appel à projet mobilité automatisée, il dépend de ce qu'on appelle la stratégie de digitalisation et décarbonation des mobilités. Cet appel à projet de cette stratégie vise à soutenir des expérimentations, même développement de plateformes et éventuellement développement de briques technologiques. Le CORAM, il est plutôt principalement sur les briques technologiques et les plateformes. Par exemple, le développement de logiciels pour automatiser en fait un véhicule, développement même d'une plateforme, d'un véhicule autonome, préparation éventuellement derrière de projets d'expérimentation. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'éviter en fait de déposer c'est d'éviter de déposer un seul dossier dans deux dispositifs différents. Là, aujourd'hui, la frontière n'est pas tout à fait claire, c'est parce qu'en fait, sur Coram, on veut soutenir en fait des briques technologiques pour le véhicule autonome et aussi le véhicule connecté. Et sur la AP mobilité routière, en fait, on vise principalement à soutenir des projets d'expérimentation impliquant derrière des briques technologiques. Je pense en fait le plus simple serait vraiment de s'adresser au pôle de compétitivité. Et si en fait une entreprise a un doute, elle peut déposer soit dans l'un ou dans l'autre. Et nous, administration plus BPI, on pourra en fait se charger derrière pour orienter le projet vers le bon dispositif. Très bien, merci. J'ai deux questions qui ne sont pas identiques, mais qui se rapprochent au point de vue budget et notamment sur une thématique labo. Donc je vais les dire les deux à la suite. Est-il possible d'avoir un montage startup labo de recherche et montant max du budget et taux d'aide pour chaque partenaire? Et le corollaire vient toujours dans le cadre d'un projet collaboratif, quelle est la part de budget minimale pour une PME ou un laboratoire? Donc montage startup labo, montant max du budget et la ventilation pour les partenaires. En Startup Labo, donc on est sur 1 million d'euros, comme expliqué dans la présentation. Donc si c'est un projet porté par une startup PME, type PME ou même une ETI, donc aujourd'hui le seuil minimum pour un projet. Ah non, pardon. Si c'est un projet individuel, donc c'est 1 million. Si c'est un projet collaboratif, donc vu qu'il y a le laboratoire, donc on passe à 2 millions. Donc à partir d'un deuxième, si on a un deuxième partenaire sur le projet, donc on passe effectivement à 2 millions. Très bien. Question, parce qu'après sur la partie type d'aide et pourcentage, il me semble que c'était présent dans le tableau de la présentation. Pour rappel, le webinaire étant enregistré, vous pourrez le retrouver sur les plateformes des co-organisateurs de ce webinaire. Une question particulière, quand vous parlez véhicule, est-ce uniquement le on-road ou peut rentrer aussi en compte le off-road?
Ben, tout dépendra en fait des briques technologiques qui seront développées. En fait, ce que j'entends par off-road, c'est tout ce qui est véhicule industriel ou véhicule agricole. D'ailleurs, en fait, on a soutenu l'année dernière un projet sur les briques technologiques hydrogène pour des véhicules off-road. Après, c'est très difficile en fait de s'exprimer. En fait, le quorum, il est assez large en fait. Enfin, la filière ou même les acteurs qui développent des véhicules industriels font partie en fait de la filière automobile. Ils sont pas exclus, mais tout dépendra en fait voilà en fait de votre projet et aussi les briques technologiques qui seront développées. C'est très clair et en cohérence avec ce qui est dit depuis tout à l'heure. Merci. Les projets de rétrofit sont-ils éligibles et bienvenus sur le Coram? Oui, c'est s'il y a en fait si on peut clarifier en fait l'innovation, oui, c'est éligible. Très bien. Retour sur le nombre de dépôts et je dirais le cahier des charges, projet de votre vue. Y a-t-il, une limite sur le nombre de projets présentés entre les 4 dispositifs de France 2030 ou un plafond d'aide apporté, au point de vue RDI? Bah, normalement, non, en fait, il n'y a pas de limite. Enfin, les entreprises peuvent déposer en fait des dossiers différents, bien entendu, dans les différents dispositifs. Et nous, côté État, on va venir en fait soutenir les projets les plus structurants, quoi. Donc, c'est ça, en fait, c'est le critère principal. Et aussi, enfin, donc on soutient, enfin, on prend en considération en fait le caractère structurant et aussi les retombées économiques et sociales. À partir du moment en fait on a où tous ces paramètres, enfin, ils sont présents en fait dans le dossier, il n'y a rien en fait qui nous empêche de soutenir plusieurs projets déposés par la même entreprise. Après sur le plafond, ben, je laisse plutôt Salah, enfin, l'évoquer. Et pour moi, enfin, c'est plafonné. En fait, c'est le régime RDI et il est aujourd'hui implique un certain plafond, mais je te laisse compléter là-dessus. Mmh. Alors, ça va dépendre en fait des natures de projet. Donc il y a effectivement des seuils, de notification donc heu, qui limitent en fait notre intervention sur les dossiers donc qui sont de l'ordre de 15 millions de mémoire sur un projet de développement expérimental. Après, je n'ai plus en tête l'autre seuil sur le régime RI, mais oui, il y a des seuils, mais qui sont, beaucoup, plus élevés, en fait. Donc, faut que ça soit des gros projets de développement. Très bien, merci. Ça a déjà été évoqué aussi un petit peu tout à l'heure, la question de fléchage et puis, eh ben, l'appui sur l'expertise des pôles de compétitivité. Mais comment est décidé le fléchage vers l'appel à projet sous-traitant automobile ou vers le Coram pour justement un sous-traitant automobile? Oui, en fait, enfin, il y a un certain nombre de projets qui avaient été refusés en fait à l'AP diversification des sous-traitants. Là, en particulier, pour un certain nombre d'entre eux, on va prendre contact avec les acteurs là pour leur préciser les raisons du rejet et aussi leur proposer un dépôt dans un autre dispositif. Ça, bien entendu, nos collègues en région pourront s'en charger aussi avec BPI. Après, pour répondre en particulier, en fait, enfin, c'est parce que l'articulation entre Coram et diversification des sous-traitants, en fait, elle est très simple, hein. À partir du moment où le projet présente une assiette de R&D très importante, quand je dis très importante, c'est au moins supérieur à 40 voire 50% en fait du taux. Là, automatiquement, le projet, on va le réfléchir en fait vers le Coram. Mais si en fait la part de R&D ne dépasse pas les 30 à 20%, là, automatiquement, le projet sera soutenu dans le cadre de la AP diversification des sous-traitants. C'est très clair. Merci. Dernière question et ça correspond bien au timing, c'est plutôt bien. Est-ce que la thématique déploiement station de recharge est considérée comme du rattrapage technologique? Hem, Ah, oui, ben, le déploiement de bornes de recharge, en fait, bien entendu, il n'est pas pris en compte en fait, dans le cadre de cette AAP. En fait. Enfin, il y a un autre AAP qui vise à soutenir, bien entendu, le déploiement des stations, même des bornes de recharge. Et même, il y a principalement trois dispositifs. Il y a un guichet opéré par l'ASP pour le déploiement des bornes de recharge sur autoroute. Il y a le dispositif Advenir et également la AAP qu'on vient de lancer dans le cadre de France 2030. Après, ça, c'est le sujet en fait, de déploiement. Par contre, le développement de bornes de recharge,
c'est pas, enfin, tout dépendra en fait des bornes de recharge qui seront déposées, quoi. Enfin, on a vu passer pas mal de projets développés par des startups avec des robots chargeurs. Pour moi, ça, c'est pas un projet en fait de rattrapage, c'est plutôt un projet innovant qu'on encourage, enfin, qu'on pourrait encourager. Si des entreprises, bien entendu, veulent développer en fait des systèmes de recharge, mais que ce soit de la recharge intelligente, la recharge déportée ou pilotée par le cloud, ou même de la recharge par induction, ça fait partie en fait des projets qui pourront être soutenus dans le cadre du Coram. D'accord. On retient la différence entre Oui. déploiement et développement. Il y a juste un point que, en fait, que j'ai oublié en fait de partager, c'est qu'en fait, il faut faire attention au dossier qui est déposé dans la plateforme, parce que j'ai eu l'information de mes collègues que pendant la première semaine, mais ça a été rattrapé la deuxième semaine de création en fait, de l'appel à projet dans notre plateforme, qu'on avait en fait un format autre que celui qu'on voulait mettre dans le système. Donc, faites attention que vous avez bien le format du dossier complet. Ça a été rattrapé, donc on est en train de contacter les entreprises de notre côté pour rattraper ça. Mais voilà, donc c'est une information à prendre en compte. Donc aujourd'hui, checker par rapport au dossier qu'on a. Donc on reste sur le dossier classique, Tipeee démo, et qu'on retrouve aussi sur les autres appels à projets. D'accord. Donc le mieux est de, en cas de doute, retourner sur ce qui est actuellement sur le site Exactement, et uploader la dernière version en ligne. tout à fait. Très bien. Merci. Écoutez, le temps octroyé pour ce webinaire est maintenant terminé. Je pense avoir fait le tour également des questions. Je voulais remercier chaleureusement Steve, Salah et puis Amine pour le jeu du question-réponse et des présentations. Comme indiqué en introduction, opéré par iTrans, mais représentant de toute l'équipe auto nationale qui est à votre disposition pour pouvoir compléter ce webinaire. Il sera mis aussi en ligne sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de tous les partenaires. Vous retrouvez sur ce slide l'ensemble des personnes contact opérationnelles qui peuvent vous renseigner à propos des sujets Coram 2022 et plus encore. En vous remerciant de votre attention, je vous souhaite à tous et tous, en avance un petit peu, un excellent week-end et une bonne journée avant tout. Merci bien. Merci.